Donc il y a une appétence très très forte pour sauver leur terre finalement, parce que c'est eux qui vont payer le prix le plus cher et la génération qui vient. Donc comment est-ce que on les aide, on les facilite cette révolution latente qu'ils sont tous prêts à rejoindre finalement, en ayant les bons financements, les bons partenariats, en faisant ce pont un peu entre les corporates aussi qui ont des enjeux industriels de taille et qui vont être de plus en plus pénalisés s'ils n'adoptent pas des nouvelles technologies qui leur permettent de réduire leurs émissions. Donc tout ça, c'est un gros casse-tête mondial avec des réglementations et des activités de financement qui deviennent de plus en plus prépondérantes finalement pour accélérer tous ces projets. Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. On part à la rencontre d'une personnalité singulière de la tech, un homme qui a plusieurs facettes, plusieurs visages même devrais-je dire, pour les amateurs de jeux de mots un peu foireux. Il est entrepreneur et à l'origine d'un des plus beaux succès de la Silicon Valley. Il est aussi CTO, investisseur et photographe à ses heures perdues. Cet homme, c'est Renaud Visage, co-founder et ex-CTO de Eventbrite, qui nous fait le plaisir de venir nous parler de son parcours, de ses apprentissages et de sa vision d'un des investisseurs et board members les mieux renseignés de notre écosystème. Salut Renaud, merci de prendre un peu de temps au micro d'Innovation Leaders. Salut, merci à toi de m'avoir. On va essayer d'aborder un grand nombre de sujets, un peu ambitieux le planning de cet épisode. On va parler de comment est-ce qu'on lève plusieurs centaines de millions de dollars, comment on arrive à faire une IPO, comment on quitte sa propre boîte, comment on investit dans des dizaines et des dizaines de projets. Et j'aimerais bien profiter un peu de la période actuelle pour avoir ton regard sur cette crise qui nous guette et parler aussi de ce qui te concerne le plus en ce moment, les investissements et le lien avec les enjeux climatiques. Programme chargé, mais pour commencer, j'aimerais que tu me dresses un peu les grandes lignes de ton parcours jusqu'ici, si on peut faire ça, les grandes étapes de ton parcours. Ok, j'ai commencé mon éducation en France. J'ai passé les 20 premières années de ma vie en France, un peu partout, à droite à gauche, pas vraiment issu d'un endroit en particulier. Je me suis retrouvé à Centrale Lyon, qui avait des accords avec des universités américaines, et j'avais toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Donc dès que je suis rentré à Centrale Lyon, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire le programme d'échange sur ma dernière année d'école d'ingénieur. Et donc je suis parti à Cornell, sur la côte est, à 4-5 heures de New York, faire un an un master of engineering en génie civil à l'époque. Donc je faisais du geotechnical engineering, tout ce qui est sous la terre. Et ça m'a conduit à trouver un job en génie environnemental à San Francisco. Donc je me suis retrouvé un peu dans la Silicon Valley par hasard. Et pas pour les mêmes sujets que ceux qui t'ont, pour des sujets bien différents de l'informatique jusqu'ici. Totalement. Et donc j'ai fait ce travail de génie civil pendant 4 ans. C'était en même temps que l'internet commençait à décoller dans les milieux des années 90. Et j'ai trouvé le média web assez fascinant dès le départ. Donc j'ai commencé à acheter des livres, me renseigner, regarder un peu toutes les startups qui se créaient, qui se faisaient leur IPO en moins de 6 mois, et toute cette frénésie qu'il y avait autour de ces technologies. Et puis j'ai un peu appris comme ça en dehors de mon job principal. Je l'ai appliqué à la fois à des projets personnels. Je suis intéressé par la photographie, par exemple, comme tu l'as mentionné. Donc, j'ai fait un site qui recensait tous les photographes animaliers de la planète. Mon père était photographe d'animaux, donc c'est aussi pour ça que je l'avais fait. J'ai fait mon petit site pour gérer mes photos. Et après, j'ai fait quelques projets pour la boîte de génie civil dans laquelle je travaillais. Donc, j'ai intégré leur solution de compta avec une interface web que j'avais créée. Donc ça m'a vraiment montré que finalement le génie civil c'était bien, on faisait des choses dans la vraie vie, mais que le web c'était ma passion finalement. Et quand ton hobby devient ton travail, je pense que c'est quand la magie opère. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire en l'an 2000, de passer de project engineer pour la boîte pour laquelle je travaillais à junior software engineer dans une startup qui faisait de la gestion de photographie notamment. Et de vidéos, donc qui mêlait encore une autre passion, la photographie, avec le job. 3 passions en une, là, c'était... Exactement, donc c'était top. Par contre, la boîte, je suis arrivé, on était une trentaine, on est passé à 120 très rapidement, on a levé 50 millions. Et les 6 mois suivants, on a viré chaque fois, 3 fois de suite, la moitié des équipes, jusqu'à se retrouver à 10 à la fin. C'est là qu'on a réalisé que la bulle des dot-com avait explosé et que on n'avait plus grand-chose à faire à la fin. Avec
un peu de chance, Sony a racheté une partie du code et de l'équipe. Donc, je suis resté travailler pour eux depuis la France. Eux étaient à San Diego pendant quelques années et en même temps, je faisais beaucoup de photographie à l'époque. Jusqu'à fin 2005 où on m'a mis en relation avec Kevin et Julia que je connaissais pas. C'était un de mes amis qui travaillait pour la boîte de photosharing qui nous a mis en relation. Ils cherchaient un profil technique comme le mien pour les aider à relancer un petit projet qu'ils avaient créé il y a quelques années auparavant. Donc c'est ce qui est devenu Eventbrite. Je l'ai repris. On a beaucoup amélioré l'interface avec l'idée de créer un outil pour démocratiser l'organisation d'événements. Donc que n'importe qui puisse vendre des billets très rapidement et toucher l'argent directement sur leur compte pour leur permettre de mettre en place ces événements, de payer tout ce qu'il y a à payer avant que l'événement se passe. Alors que la plupart de la compétition à l'époque était beaucoup plus pour des gros événements et généralement payait une semaine ou voire plus après l'événement. Donc on a trouvé un peu une niche qui n'était pas adressée par qui que ce soit et on est devenu le leader en quelques années après ça. Ouais. Et juste avant de parler de cette grande évolution, donc Kevin, Julia, on parle du couple Arts qui, on n'est pas à son premier projet à ce moment-là, ou Kevin au moins avait travaillé avait été un des investisseurs de PayPal, pardon, j'ai oublié. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. Et il avait construit une autre plateforme au-dessus, vers l'an 2000, quand il est sorti de l'université, ou non, sorti de son projet précédent, il a créé plusieurs prototypes, un peu comme un startup studio le ferait, au-dessus de PayPal. Donc, il aimait beaucoup l'interface PayPal, surtout leurs API qui permettaient avec seulement l'adresse email de quelqu'un de leur envoyer de l'argent. Et c'est là-dessus qu'on a construit Eventbrite finalement. C'est sur cette API très très simple on avait juste besoin de collecter l'adresse email de l'organisateur d'événements pour pouvoir leur envoyer directement la vente des billets qui se faisait sur notre site. Donc, ce qui était assez puissant à l'époque. PayPal était déjà dans une vingtaine de monnaies. Donc, on pouvait être international assez rapidement, ce qu'on a fait. Donc, il y avait pas mal d'avantages là-dessus. Sa boîte précédente s'appelait Zoom avec un X. C'était l'envoi d'argent à l'étranger. Il a commencé, je crois, pas mal aux Philippines. Il s'est retrouvé en Inde, un peu partout dans les pays où c'était difficile d'envoyer de l'argent. Donc, ils ont construit cette infrastructure-là. Ils ont fait leur IPO, je sais plus, dans les années... Début des années 2000 ou 2010 peut-être. Et ils sont fait racheter par PayPal finalement quelques années après. Ok, mais en tout cas, t'es bien entouré. Vous êtes 3. On a un peu d'expérience. C'est assez marrant de voir qu'en fait, on peut envisager un business model et même monter une IPO sur une features ou sur une possibilité offerte par une application tierce qui te donne des perspectives et des possibilités en fait que pour adresser un marché dans sa globalité. Et ça, j'avais pas tilté que finalement ça partait de cette possibilité-là. Donc PayPal, leur but c'était de démocratiser les paiements et à l'époque c'était principalement du peer-to-peer, donc on pouvait envoyer de l'argent à un ami, à la famille. Donc ils avaient construit des API très très simples. On parlait peu d'API à l'époque d'ailleurs. Il y avait très très peu de boîtes qui avaient des API. Aujourd'hui on fait tout basé sur des API, mais à l'époque, c'était très, très novateur. Ce potentiel-là permettait de faire les trucs qu'on pouvait, fallait imaginer potentiel que ça pouvait représenter. Et c'était vraiment le début de la fintech programmatique où il y a beaucoup de choses qui se passent à travers des calls API entre différentes interfaces et plateformes. Et donc, on a pris avantage c'est vrai, d'une innovation technologique apportée par un tiers pour révolutionner un monde qui avait pas beaucoup changé depuis longtemps, le monde de l'événementiel. Ouais, clairement. Avec une ambition affichée, parce que bon, Kevin Hart, j'imagine que s'il est passé par PayPal, l'idée n'était pas de faire une start-up de quartier, mais il y avait une ambition assez large. Quand t'arrives, visiblement le MVP est déjà là. Toi, tu reprends les rênes d'une plateforme ou d'une base, et finalement, quelles ont été les grandes étapes du projet entre ce démarrage à 3 et l'IPO de 2018 et ta sortie du projet? Ouais. Bon, le MVP, c'était un grand mot. Hein. Il y avait 2-3 formes mises bout à bout qui faisaient un check-out d'une certaine manière pour les acheteurs de billets, mais il y avait quand même très très peu de volume à l'époque. C'était quelques utilisateurs personne s'en occupait, donc c'était tout à fait normal. Donc on a passé les 2-3 premières années vraiment bootstrappé. Kevin a mis un peu d'argent dans la boîte, ce qui a permis de payer toutes les factures au début. Pour trouver ce MVP et le business model qui va avec, parce qu'on se basait sur PayPal. PayPal prenait leurs frais de transaction, mais nous on était totalement gratuit au début. On a introduit la marque Eventbrite aussi assez tôt, je pense en
2006 déjà, alors qu'on s'était rencontrés fin 2005. Le business model, pardon, on l'a trouvé assez rapidement aussi. Donc on s'est dit, faut que ça soit un win-win situation. Donc on va prendre une commission quand nos organisateurs vendent des billets payants. Donc encore aujourd'hui, les événements gratuits sont totalement gratuits sur la plateforme. Il n'y a pas de frais fixes tous les mois. Par contre, les événements payants, il y a une commission qui va de 5 à 10% selon le prix du billet qu'on charge, et c'est ça qui a fait notre force et notre business model, très transparent, très simple à comprendre finalement pour tout le monde. On a dû le valider quand même au début pendant cette période de 2-3 ans. Ce qui paraît long, non? Je sais pas si ça t'a paru long, toi, à titre perso, de bootstrapper, de se chercher pendant 3 ans, ça paraît... Non, Non. c'est assez classique quand même, je pense. On avait quand même beaucoup d'utilisateurs. Hein, quand je dis, on était peut-être assez exigeant au niveau de ce qu'on appelle un MVP. On rajoutait de la fonctionnalité tout le temps, donc c'était vraiment, comme il n'y avait pas de concurrence, c'était un peu dur de savoir ce que c'était le MVP. Par contre, le bouche à oreille fonctionnait. La viralité qui est construite dans notre modèle, parce que les gens qui achètent des billets deviennent automatiquement, savent qu'on existe en tout cas. Donc quand ils organisent des événements, ça crée de nouveaux organisateurs. Donc on en a beaucoup bénéficié au début de cet effet boule de neige un petit peu, pour avoir de plus en plus de feedback sur l'interface qu'on devait créer, la fonctionnalité qu'on devait ajouter, etc., etc. Donc c'est une phase où on itère très rapidement. On n'est pas nombreux. Je pense qu'on est 4 ou 5 fin 2008. Ah oui. On est resté très très humble et selon nos moyens finalement au fur et à mesure. Prudent. Scrappy comme Kevin aimait bien le dire. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force aussi, parce qu'on est quand même arrivé en 2008 avec la crise financière, que je pense que c'est marque une seconde étape un peu dans notre carrière de boîte, où on devait élever notre série A exactement en 2008 quand la crise a commencé. Donc finalement, on n'a pas pu. On a parlé à une centaine de VC, mais à l'époque, personne n'investissait. On était encore un petit peu petit peut-être pour demander les montants qu'on voulait. Donc finalement, Kevin a dû faire un tour de Friends and Family de la vallée pour lever 1 million pour pouvoir rester en vie finalement. C'est là où on a été le plus proche de passer par la case banqueroute. Ah oui. Mais pendant ce temps-là, finalement, la crise n'a pas eu beaucoup d'impact sur notre business. Je pense que quand les gens ont plus de temps, ils vont plus à des événements. Il y a eu beaucoup d'événements de networking pour le business aussi, pour que les gens retrouvent du travail, etc. Donc on a finalement cru assez rapidement aussi pendant la crise, et ce qui a fait que fin 2009, on a pu lever notre série A avec Sequoia de 6 millions et demi, qui est le début de l'étape suivante, en fait, l'étape de croissance. Donc là, on commence à embaucher beaucoup plus rapidement, renforcer les équipes, lancer à l'international en 2011. 2011, 2012, 2013, on lève avec Tiger plusieurs fois, des tours de plus en plus gros. Et puis, voilà, cette phase-là dure assez longtemps, et jusqu'à 2018 avec l'IPO, où là, on se met en bourse sur le New York Stock Exchange avec un business qui croissait moins rapidement, peut-être. Et on avait fait un pivot sur la musique en rachetant Ticketfly, un de nos plus gros compétiteurs à l'époque, juste avant l'IPO. Donc, ce qui a fait qu'on a dévié un petit peu de notre ADN originel, qui était beaucoup plus du self-service, une plateforme ouverte à tous que n'importe qui peut utiliser. Dans la musique, il faut beaucoup plus de relationnel, beaucoup plus de ventes, des cycles un peu plus longs, des montants à avancer qui sont conséquents. Donc, c'était vraiment un business un petit peu différent qui nous a permis de faire l'IPO. Et voilà. Et puis après, il y a eu le Covid qui était une autre phase intéressante. Ouais, intéressante et challengeante, parce que toi, notamment, t'avais prévu de sortir de l'aventure un peu plus tôt. Finalement, ça t'a obligé à rester un peu plus longtemps dans l'aventure pour essayer de tenir la barre dans cette crise. Comment ça s'est passé? Parce que c'est finalement 2 ans après l'IPO. Ouais. Comment vous vivez cette arrivée du Covid chez Eventbrite? Je pense, comme beaucoup de boîtes, on n'a pas réalisé à quel point ça allait aller vite. Et déjà, encore en janvier, février 2020, on commence à réfléchir à ce qu'on devrait faire. Et par contre, en mars, avril, surtout en mars, quand on perd 90% de notre business du jour au lendemain. Ah oui, c'est à ce point-là. Là, on a réalisé qu'il fallait qu'on aille beaucoup plus vite. Donc, on est rentré un peu dans le war room, la salle de guerre. Je sais pas s'il y en a l'équivalent en français, où tout le monde est sur le pont à trouver des solutions. Donc, on a commencé par réduire les effectifs, ce qui est le plus évident, je pense, dans ce genre de crise. On l'a fait radicalement en une fois. Donc, on a réduit de 45% les effectifs.
en avril-mai, je crois. Ouais, c'est quand même assez costaud comme décision, ça. Oui, c'est costaud et difficile à implémenter, difficile à communiquer, et puis un peu traumatisant pour tout le monde, c'est sûr. On a laissé partir des gens très très bien, mais on l'avait fait avec une nouvelle stratégie, donc s'éloigner un peu de tout ce qui est musique, se recentrer sur notre core, qui est ce self-service plateforme que tout le monde peut utiliser, se focaliser sur les événements plus fréquents, en tout cas ceux qui organisent des événements fréquents, donc au moins mensuels, voire hebdomadaires, pour avoir de la récurrence, et d'être beaucoup plus product-led growth que sales-led growth. Je pense que c'était peut-être l'erreur tactique qu'on a fait autour de l'IPO pour avoir des chiffres de revenus plus gros aux dépens de la profitabilité. Donc c'est ce qu'on a décidé de se recentrer là-dessus, et ce qui a évidemment défini un peu le programme de licenciement qu'on a dû faire. Donc les gens qui rentraient pas dans ces cases-là, toutes les équipes musique par exemple, on a dû s'en séparer. Mais c'était assez bien organisé, bien communiqué, une nouvelle stratégie, une nouvelle équipe en qui on refait confiance, donc on les a remotivés avec des nouveaux stock options, etc., etc., pour vraiment repartir sur de bonnes bases saines. On avait aussi beaucoup d'avance aux organisateurs, donc comme on paye au fur et à mesure que les billets se vendent, on avait, je crois, 350 millions d'avance aux organisateurs qui étaient dans la nature en mars 2020. Donc un gros risque financier pour nous. On n'avait pas 350 millions en cash pour compenser si tout le monde faisait défaut sur ce qu'on leur avait avancé. Donc là, on a créé beaucoup de features dans le produit finalement pour pouvoir les aider à soit repousser leurs événements, soit donner des crédits à leurs participants plutôt que de les rembourser. Et vraiment que le remboursement soit la dernière méthode à laquelle les gens vont faire appel pour se faire compenser finalement. Et beaucoup de gens ont été quand même très patients. Ils ont attendu 1 an, voire 2 ans que leur événement se passe. Donc tout le monde a joué le jeu, ce qui nous a permis de perdre juste 2-3 millions, je crois. Je me rappelle plus des derniers chiffres sur les 300 qu'on avait à risque. Et du coup, ça devenait presque une solution d'organisation d'événements et presque de financement d'événements. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on avance beaucoup d'argent à des gens qui en ont besoin. Le virtuel, les events virtuels n'ont pas été un sujet pour vous ou un axe de développement? Si, bien sûr. Enfin, on a réalisé que notre plateforme était OK, peut-être pas exactement suffisante pour les événements en ligne, puisqu'on n'avait pas d'intégration avec une plateforme qui fait tout ce qui est vidéo. On aurait pu pivoter complètement le business pour faire que du en ligne, mais on s'est dit quand même que les événements physiques allaient revenir une fois que les conditions le permettraient. Je pense que l'histoire nous a donné raison sur ce côté-là. Les événements en ligne ont été peut-être un pansement pour continuer à garder ce contact social dont on avait besoin quand on était tous enfermés chez nous, mais qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande pour du contact humain à humain et pas à travers une interface Zoom ou quoi que ce soit. Par contre, on a fait une intégration avec Zoom qui nous paraissait être le leader, qui maîtrisait le mieux, je pense, la qualité vidéo, la qualité de l'engagement en ligne. Donc, on a construit sur les 6 mois après le début du Covid une intégration poussée qui permettait de connecter un événement avec un lien vers Zoom qui était disponible dans notre plateforme aussi et qui était connecté au niveau participant automatiquement. Petite parenthèse, tout à l'heure, tu disais, on a essayé d'avoir une approche product-led growth plutôt que sales-led growth. Concrètement, ça veut dire quoi en un mot? Ça veut dire que vous réfléchissez plutôt à l'usage plutôt qu'à la rentabilité de la plateforme? Non, ça veut dire que notre canaux d'acquisition sont plus organiques. Donc beaucoup de SEO, beaucoup de marketing qui emmènent les gens vers une page d'inscription où ils s'inscrivent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de parler à quelqu'un. C'est la grosse différence entre product-led growth et sales-led growth. Ou dans sales-led growth, toutes les activités marketing font que tu génères un lead pour que ton équipe sales la close. Okay. Alors que c'est très organique aujourd'hui. Ok. Comment, je voulais dire avec un peu de recul, est-ce que tu arrives à regarder avec le passé ce qui fait que Eventbrite a pu prendre la dimension que vous avez eue? Est-ce que c'est une question de timing? Est-ce que c'est une question de networking au départ? Est-ce que c'est une question de financement que vous avez eu? Ou simplement d'avoir été capable de catcher cet usage et ce besoin un peu avant les autres? Je pense que c'est bien sûr une combinaison de facteurs. Le facteur temps, évidemment, a une importance énorme. Quand on est le premier sur le marché avec une solution qui tient la route, qu'on construit petit à petit la confiance dans la marque,
on gère de l'argent quand même, hein, plusieurs milliards chaque année, donc il faut réputationnellement qu'on soit de toute confiance. Ce qu'on a réussi assez bien à faire, notamment au niveau du type d'événement qu'on acceptait sur la plateforme, par exemple. Donc d'être il y a beaucoup d'événements controverses, hein, même au début. On avait beaucoup d'événements d'adultes, par exemple, qu'il faut protéger les yeux des gens qui viennent visiter le site juste pour découvrir des événements pour leurs enfants, etc., etc. Donc il y a pas mal de contraintes comme ça qu'on a dû gérer au fur et à mesure pour pouvoir construire cette confiance justement dans la marque. Le financement, bien sûr, ça aide. L'évolution du produit, je pense, a fait qu'on ait pu rester le leader parce qu'il y a personne qui est arrivé avec quelque chose qui était 100 fois mieux ou même 10 fois mieux. Bien sûr, on a eu beaucoup d'émulation, de gens qui ont créé des sites similaires. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs milliers, je pense, des sites de gestion d'événements en ligne, un peu partout dans le monde. Par contre, on a réussi à garder ce rôle de peut-être de champion du domaine en ayant la meilleure marque sur le temps. Et je pense que c'est ça qui peut-être est le plus dur pour une startup, c'est de se convertir en projet fun entre amis à une vraie marque qui, sur le temps, reste prépondérante, garde cette même image de marque et qu'il faut cultiver, hein, évidemment. Là, pour nous, c'est une plateforme ouverte que tout le monde peut utiliser, qui a des fonctionnalités très avancées, que ça soit pour le petit organisateur jusqu'aux gros organisateurs de festivals de musique pour des milliers de personnes. Et donc, c'est ça qu'on a essayé un peu de garder comme valeur. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute. On parle de ton rôle un peu dans ce projet, t'étais CTO. Et ce qui m'amuse quand je vois ton parcours, c'est que t'as quand même pas été formé à ça. Tu t'es formé un peu sur le tard en tant qu'ingénieur tech, en venant d'un ingénieur génie civil dans l'environnement. Comment t'as vécu ton évolution en termes de patron de la tech? Comment tu t'es aussi formé et adapté à l'évolution de cette boîte et de son envergure et de tes responsabilités? Parce que t'es au début, au moment où tu bootstrap MVP avec une équipe hyper véloce, tout petit, à une équipe, à un rôle où tu deviens un team lead et peut-être un peu moins impliqué dans la tech. Ça m'intéresse de comprendre ton évolution à titre perso dans ce projet en tant que CTO et comment tu as réussi à t'adapter à cette évolution. Je pense qu'un des gros avantages des formations françaises, c'est qu'elles nous forment à beaucoup de choses quand même, et surtout les écoles d'ingénieurs. On se spécialise qu'à la fin, ce qui est quand même un avantage quand on rentre sur un système américain où on se spécialise beaucoup plus tôt. Donc les gens avec qui j'ai étudié en Master of Engineering, of Civil Engineering, ça faisait déjà quelques années qu'ils faisaient du Civil Engineering, alors que moi je suis arrivé, j'en avais fait absolument pas, ou très peu en tout cas. Donc on est moins spécialisé moins rapidement, ce qui permet d'être plus adaptable, je pense, à des environnements changeants comme une startup peut l'être au fur et à mesure des années. Donc c'est vrai qu'au début j'étais le seul codeur, le seul développeur, j'avais personne à manager jusqu'à la fin où on était 250 ingénieurs à organiser, à motiver, gérer, etc. Donc l'évolution se fait petit à petit, bien sûr, hein, on va pas passer d'un mode à l'autre. J'ai quand même beaucoup appris dans mes années à travailler en génie civil. J'étais sur les chantiers à gérer des gens des ouvriers, des techniciens, des gens qui conduisent des gros camions, plein de personnalités différentes. Et je pense que ça a été assez formateur comme école de management finalement, de devoir gérer ce type de personnes. Après, l'évolution se fait petit à petit, bien sûr. On embauche des gens qui permettent finalement de m'aider à apprendre. Les gens qu'on a embauchés à droite à gauche pour faire VP of Engineering ou Director of Engineering, Chief Product Officer, tous ces gens-là avaient des connaissances qu'ils ont partagées, bien sûr, à travers leur travail, que j'ai pu assimiler, incorporer, adapter à mon style. Qui fait que j'ai réussi à toujours trouver une place dans l'organisation où je pouvais vraiment déployer mes capacités au maximum de leur efficacité. Et je pense que c'est peut-être ça l'avantage d'un fondateur par rapport à quelqu'un qui est CTO de carrière, on va dire. C'est qu'en tant que fondateur, on peut ne pas faire exactement ce qui est la définition d'être un CTO. Et je pense que ça a été mon cas où j'ai vraiment appliqué ce que j'aimais faire
et trouver en même temps les choses qui avaient le plus d'impact potentiellement pour la boîte. Je pense par exemple à l'internationalisation de la plateforme qui n'était pas du tout quelque chose qu'on avait lancé avec. On a dû la construire sur 6 mois, complètement réécrire à peu près tout ce qui contenait une chaîne de caractères qui devait être dans une certaine langue. On les avait pas marqués pour les extraire et les traduire. Donc ça a pris énormément de temps. On a dû créer des outils, on a dû reformater une bonne partie de notre base de code. Donc toujours trouver ces projets super importants qui sont peut-être un peu en dehors du cadre d'un CTO classique qui gère que des équipes, mais qui demandent une connaissance approfondie non seulement de la plateforme, mais comment on développe du produit, comment on design du produit, comment on fait des changements à l'échelle sans tout casser en même temps, comment on future-proof la plateforme aussi pour que dans 5 ans, tout ne casse pas. Et toutes ces capacités-là, je pense que je les avais ou je les ai obtenues petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai un peu déroulé mon plan de carrière au sein d'Eventbrite en essayant de trouver ces projets que je pouvais gérer moi-même avec des équipes, bien sûr, je n'étais pas tout seul, mais qui étaient d'importance stratégique pour la boîte. Okay. Et beaucoup de CTO à qui je parle, c'est souvent le même processus un peu d'apprentissage, de complémentarité des apprentissages qu'on doit faire pour pouvoir rester finalement pertinent au sein de la boîte. Donc il y a quand même cette notion d'aller chercher les sujets qui te plaisent, de s'éclater dans ce projet et Tout à fait, d'essayer de réfléchir à la vraie valeur ajoutée que t'as, quoi. Pour rester 16 ans dans mon cas dans la même boîte, il faut quand même y trouver quelque chose personnellement qui est excitant, qui fait que tous les jours tu as envie de venir au travail et te démener. Je pense être cofondateur et être dans un rôle qui ne te plaît pas, c'est un peu triste, je pense. Donc, tous ceux qui sont dans cette situation-là, je pense que pour le bénéfice de la boîte, ils devraient réfléchir à quel est vraiment leur rôle. Est-ce qu'ils devraient pas embaucher un VP of Engineering? Par exemple, dans mon cas, c'est ce qu'on a fait en 2009, je crois. On a embauché notre premier VP of Engineering pour pouvoir gérer les équipes, les faire grossir. On savait qu'on allait embaucher beaucoup. Gérer les plans de carrière, c'était pas non plus le truc qui m'excitait au jour le jour. Je suis beaucoup plus quelqu'un qui aime construire du produit, donc j'ai trouvé comment appliquer mon talent personnel au plus grand bénéfice pour la boîte. À la fin de ton parcours chez Eventbrite, tu pilotais l'innovation produit et la recherche de peut-être de nouvelles features, de nouveaux débouchés pour cette plateforme-là. C'est une question que je me pose souvent, de savoir si quand on approche un product et une plateforme, on doit tout le temps maintenir une partie d'R&D et d'aller chercher des nouveaux produits, des nouveaux marchés, ou est-ce que c'est quelque chose que toi tu recommanderais plutôt de se focaliser sur un produit, un marché, et à un certain niveau de maturité de commencer à se diversifier si le marché, si on commence à toucher les limites de son marché. Je sais pas si ma question est très claire, mais à quel moment cette phase de diversification doit arriver? Je pense qu'il y a plusieurs types d'innovation. L'innovation incrémentale sur le produit principal, je pense que ça devrait rester un focus permanent. Comment est-ce qu'on améliore tout le temps les fonctionnalités qu'on offre? Quelles nouvelles technologies permettent de faire quelque chose qui est 10 fois mieux que ce qui se faisait avant? Ça doit rester au cœur des équipes qui travaillent sur le produit principal. Quand on arrive à peut-être la saturation ou une taille suffisante pour qu'on se dise que bon, ça fonctionne, c'est sur des rails. Oui, on va continuer d'innover incrémentalement pour ces fonctionnalités-là, mais il faut vraiment qu'on trouve une autre grosse catégorie de revenus futurs pour complémenter, dans notre cas, les commissions qu'on touche sur les ventes de billets. Donc, on a regardé pas mal de gros segments qui sont périphériques finalement à la billetterie. La gestion des sponsors, par exemple, la gestion du marketing. On avait quelques outils de marketing assez basiques, mais c'était jamais un domaine où on avait lancé une suite qui était exactement dédiée aux besoins des organisateurs d'événements. Donc, de toutes les choses qu'on a regardées, c'était la partie marketing qui était la plus excitante finalement, qui avait le plus d'intérêt pour nos clients existants. Donc, je pense que c'est toujours bien de regarder qu'est-ce qu'on peut vendre d'autre à nos clients. On les a, ils sont fidèles, ils aiment la marque, ils utilisent la marque pour X, Y, Z. Est-ce qu'on peut pas leur créer d'autres produits en plus qu'on peut soit offrir gratuitement sous la souscription, soit vendre séparément pour avoir plus de revenus dans le futur. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'exploration marketing qu'on a fait. On a fait un partenariat avec une startup qui s'appelait ToneDen, qui faisait des outils pour gérer les Facebook Ads pour les organisateurs d'événements, d'une manière beaucoup plus simplifiée, en prenant en compte la spécificité de l'événementiel, qui est un inventaire qui existe que pour un petit moment donné dans le temps.
et qui marchait assez bien. Donc, on a fait un partenariat pour voir s'il y avait de l'attraction auprès de nos utilisateurs. Il y en a eu, et finalement, on a racheté la boîte, on l'a converti en Eventbrite Boost, qui est un package qu'on vend séparément, qui permet de faire tout ce qui est événementiel. Et on a incorporé dedans les fonctions marketing qu'on avait dans notre produit aussi, pour faire vraiment un package dédié qu'on peut vendre en SaaS en plus. Donc, une souscription, et pas une commission comme pour le reste de notre business model. Et ça, c'est un vrai travail. Hein. On a exploré au moins une dizaine de champs périphériques dans lesquels on aurait pu investir. Oui. Il faut les tester, il faut construire, il faut voir s'il y a de la demande, si ça convertit bien, si c'est intéressant, si ça résout un vrai pain point ou si c'est juste pour générer plus de revenus pour nous. Il faut la combinaison de tout ça, créer de la valeur pour l'utilisateur, créer de la valeur pour la boîte. Il faut que tout ça soit réuni pour que ça soit quelque chose qu'on continue d'investir sur le temps. Mais cette gymnastique, en tout cas, de découverte et d'exploration, elle est quand même visiblement nécessaire. À un certain point. Je pense que pendant peut-être les 10 premières années de la vie d'une startup, souvent se focaliser sur son produit principal, le rendre aussi compétitif, puissant, performant que possible, ça a plus de valeur, je pense, que de s'éparpiller et de faire plein de choses mal. Ce que pas mal de startups font, hein, parce qu'ils pensent qu'il faut lancer des nouvelles features tout le temps, faut lancer des nouveaux produits tout le temps. Mais je pense que généralement, ceux qui gagnent dans leur catégorie, c'est ceux qui ont le produit le plus puissant, qu'ils ont développé le plus fidèlement, disons, pendant assez longtemps pour être top class ou world class. Je comprends. Si on parle de la partie technologie, il y a sûrement des erreurs ou des bonnes idées que tu as pu avoir ou que vous avez pu avoir. Ça m'intéresse de voir si tu te souviens d'une erreur sur la partie technologie que vous avez pu faire et que tu aurais aimé éviter. Je pense qu'on a réalisé l'importance de social networking assez tôt, surtout pour l'événementiel qui est très social au départ. Donc on s'est rapproché assez vite de Facebook et à 2 occasions, on a essayé de faire des intégrations beaucoup plus poussées avec Facebook, donc avec leur accord bien sûr, on travaillait en partenariat pour intégrer la partie billetterie dans Facebook Events. Donc on l'a fait très très tôt, peut-être en 2008 je crois, ou 2009, donc juste après qu'on ait lancé la boîte. Une version light de Eventbrite que j'ai fait moi, que j'ai développé personnellement. Donc j'ai passé, je sais plus, 4 mois au moins à développer cette version qui allait être montrée au sein de l'interface Facebook à ceux qui créent des événements pour rajouter des billets autour de leur événement, ce que Facebook ne faisait pas du tout à l'époque. Donc on a co-développé ça ensemble, ils l'ont lancé à 0,01% de leurs utilisateurs ou quelque chose comme ça. Il n'y avait pas assez de conversion de leur côté, donc au bout d'1 mois, ils ont décidé d'arrêter le projet. Nous, on avait très peu de ressources, on avait investi beaucoup, et finalement, on se retrouve avec du code à jeter parce que c'était quelque chose qu'on avait créé en plus à côté de ce qu'on faisait pour le site principal. Donc un investissement conséquent, et on a refait la même erreur plusieurs années plus tard, alors que là, on était à peu près sûr que ça allait marcher, mais Facebook a décidé de changer de direction stratégique. Ils sont en constante évolution en interne aussi, même si c'est une grosse start-up aujourd'hui. Et donc là encore, on a perdu pas mal de mois de développement. Donc finalement, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour la leçon, c'est de bien choisir stratégiquement les partenariats. Et souvent, quand c'est des partenariats très excitants finalement, parce que si on allait être featured dans Facebook, ça aurait été game changing sans doute pour nous. C'est clair. Mais que l'investissement doit être limité quand même. Si possible, réutiliser le code que vous avez pour faire cette intégration, ne pas faire du développement à côté avec du code qui sera à jeter si la partenariat n'est pas positif. Et puis de faire attention, je pense qu'on peut passer beaucoup de temps à céder aux sirènes des gros, dans n'importe quel domaine, hein, les partenaires stratégiques comme on dit, et ils peuvent consommer beaucoup de ressources qui devraient être plutôt dédiées à faire croître son propre produit. Ouais, je comprends. Et à l'inverse, s'il y a un épisode où tu t'es dit avec un peu de recul que là-dessus vous aviez été bon, c'était une très bonne idée au final. Il y a des exemples comme ça qui te reviennent? Je pense sur la partie mobile, on a réalisé assez tôt que les iPhones, qui sont lancés en 2006, je crois, en même temps que nous, qui ont commencé à se développer, mais que c'était un très bon outil pour les organisateurs pour gérer les entrées, par exemple. Donc, on a rapidement fait une application qui permet à n'importe qui, finalement, d'utiliser leur téléphone pour gérer les entrées à la porte.
et qu'on a continué de développer pour ajouter des fonctionnalités de paiement, de support technique pendant les événements. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées à cette application mobile. On a créé une pour les consommateurs aussi pour découvrir des événements, pour s'inscrire, suivre des organisateurs, etc., etc. Donc, je pense que la partie mobile, on l'a faite assez bien, assez vite, et on en a tiré parti finalement pour avoir une offre différenciée par rapport aux autres où il fallait commander des barcode scanners qui coûtaient cher, qui ne servaient pas à grand-chose. Ok, très clair. Un mot sur ta sortie. Toi, tu sors en 2021, si je dis pas de bêtises. Donc finalement, il y a quelques mois. On en sort comment d'une expérience comme celle-là, 16 ans, en passant de 3 à une IPO en 2018, t'en sors complètement lessivé ou t'en sors t'as réussi quand même à préserver ton équilibre pro-perso malgré l'intensité de ce projet? Non, j'ai toujours accordé le temps qu'il faut à ma vie personnelle. Je pense que c'est important de trouver cet équilibre justement qui permet d'être aussi efficace que possible au travail. J'ai jamais trop cru au modèle américain où il faut travailler 18 heures par jour pour avoir des résultats. Je le vois, hein, coder, c'est quand même très, très créativement drainant. Et on peut pas être efficace à coder 18 heures par jour. Je pense qu'on fait des erreurs. On a quelques heures qui sont vraiment créatives et puis d'autres qui sont plus de la perte de temps qu'autre chose. Donc, j'ai toujours essayé d'appliquer une certaine rigueur à mon temps de travail, être très focalisé quand je l'étais. Et par contre, prendre du temps libre quand il le fallait. Après, ce qui est plus dur, c'est de se décorréler finalement de la boîte qu'on a créée, parce que on s'identifie quand même beaucoup au produit et à l'image de marque de la boîte qu'on a fondée. Donc, c'est de trouver sa propre identité. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous motive Qui dans la est-on vie? sans cette boîte-là, finalement? Exactement. Et donc, ça, c'est la partie la plus dure. Donc, j'ai parlé à d'autres fondateurs qui étaient sortis et peut-être qui avaient passé moins de temps, mais qui avaient quand même, plusieurs avaient fait l'erreur de retomber directement dans un autre projet. Donc, soit ça s'est passé très, très bien parce que c'était quelque chose auquel ils avaient réfléchi depuis longtemps. D'autres, ça s'est passé moins bien parce qu'ils sont passés à un nouveau projet juste pour être occupés finalement et pas dire qu'ils faisaient rien. Et toi, du coup, t'as eu quoi comme envie? Parce que quand tu sors de ça, t'as un peu d'argent devant toi, t'as du temps, Ouais, moi j'ai eu l'envie t'en de vraiment profites prendre ce pour faire quoi? temps et de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me motiver pour les 10-15 prochaines années. Je pense que c'est ça qui est le plus dur à trouver. Il y a beaucoup d'opportunités, hein, surtout quand on a eu un peu de succès. Bon, on se fait draguer par-ci, par-là. C'est facile de prendre un nouveau job rapidement et puis pas vraiment faire ce qu'on a envie. Donc là, j'ai passé les derniers mois à réfléchir dans quel domaine. Comment est-ce que je continue d'apprendre, d'évoluer, de grandir finalement? Parce que on a appris beaucoup à travers cette expérience, mais j'ai pas envie juste de faire la même chose pendant les 10-15 prochaines années. Donc vraiment une envie de faire autre chose dans un domaine qui peut avoir peut-être plus d'impact sur la société. Eventbrite en a eu beaucoup, hein. Je pense que ça c'est une des grandes satisfactions, c'est toutes les connexions qui sont faites grâce à notre logiciel. Bon, c'est pas que nous, hein, bien sûr, les organisateurs, mais la partie communautaire dans la vie est quand même très très importante et d'avoir facilité toutes ces connexions qui sont faites sur le temps. C'est une des grandes satisfactions que j'ai personnellement d'avoir lancé cette startup là en particulier. Je peux imaginer. Mais t'en es pas au point de vouloir tout plaquer et te dire mon père était photographe, la vie était peut-être différente que celle de start-upper à succès et finalement j'aurais pu me mettre moi aussi à mon compte et m'isoler un peu de ce monde de fous. Non, t'en as pas eu envie? Bon, il y a des jours où j'en ai envie, hein, c'est sûr. C'est plus facile de ne rien faire, c'est sûr. Surtout quand on a les moyens financiers de le faire. Mais je pense que j'ai quand même envie et l'énergie de faire un autre projet. Donc quelque chose peut-être différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, qui me permette de découvrir un autre monde et qui soit aussi passionnant que l'aventure que je viens de vivre. Dans le monde SaaS ou pas du tout? Plutôt dans le monde de l'investissement. Où ça fait quelques années que je travaille avec des fonds, que j'investis en perso, donc je sens que c'était déjà quelque chose que je faisais un peu comme mon hobby finalement. Donc on vient peut-être au moment où je suis devenu ingénieur en web, donc de transformer ces hobbies en travail finalement. Ouais, mais c'est vrai que quand on regarde ta capacité d'investissement, toi, il y a quelque chose d'assez dingue chez toi, c'est quand on regarde ton tableau de chasse, parce que j'ai pas mal de potes investisseurs, j'ai beaucoup de monde à ce micro qui ont investi dans beaucoup de projets, mais quand je regarde le nombre de projets dans lesquels tu as été, où tu es actuellement, bien sûr. Toi, t'en es à quoi? 60, 70 projets dans lesquels t'es investisseur? Ouais, un peu plus de 60, je crois.
Un peu plus de 60, et il y en a pas Si mal on qui sont compte les passés à ce sorties micro. aussi. Je pense à ABT, ouais, plutôt positivement, j'espère, mais j'imagine qu'il y a un peu les deux cas. Je pense à ABTC qui est passé ici, Upflow, Miro aussi. C'est toi qui vas chercher ces projets-là, ou est-ce que c'est eux, ou est-ce qu'on vient à toi aujourd'hui parce que tu as un nom et un track record qui est rassurant? L'avantage d'avoir un track record, c'est que les gens viennent vers toi. J'ai aussi beaucoup networké. Donc, en 2011, quand on lance Eventbrite à l'international, je m'occupe de l'Europe. Donc, je vais à beaucoup d'événements tech, je parle de la solution, comment on arrive à scaler une boîte de 0 à 1 milliard, etc. Et ces connexions-là, aujourd'hui, sont très utiles parce que je suis très ami avec beaucoup de VC, beaucoup d'autres entrepreneurs qui ont eux aussi réussi depuis. Donc tout ça fait que je reçois pas mal de deal flow assez régulièrement. Et tout, je dirais 99% des dossiers que j'ai dans lesquels j'ai investi, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Okay. Donc j'ai rarement été chercher. Je pense que le plus près que j'ai fait d'aller chercher une boîte, c'est de les rencontrer à un événement et puis de vouloir en savoir plus. Mais je les avais pas identifiés avant ou targetés d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est les connexions qui ont fait la qualité de mon deal flow. Et comment tu choisis tes dossiers sur lesquels tu montes? Il y a aussi très peu de leaders techniques qui investissent. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui me différencie par rapport à beaucoup d'autres BA. C'est cette expérience de CTO, ces connaissances techniques et produits qui sont assez rares sur le marché. Et les boards que je prends aujourd'hui, c'est souvent des boîtes qui ont besoin un peu de se réinventer au niveau produit et technologique. Qui cherchent ces compétences-là. Et je pense que c'est facile pour moi de rentrer dans un tour parce qu'il y a peu de profils comme le mien qui sont déjà intéressés par investir et qui ont suffisamment les moyens pour investir dans beaucoup de startups. Et toi, tu choisis tes dossiers comment? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce que c'est les personnes? Est-ce que c'est le projet? Est-ce que c'est J'essaie de toujours comprendre pourquoi eux et pourquoi aujourd'hui. Eux étant les fondateurs de la boîte, donc comprendre un peu quel est leur parcours jusqu'à présent. Qu'est-ce qui va faire que dans les 10 prochaines années, ça va être leur obsession finalement, la startup. Et je pense que les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui sont dans cette situation-là où il n'y a pas d'autre choix pour eux. Il faut qu'ils fassent cette boîte parce que leur évolution de carrière les a amenés là. Qu'il y a une grosse opportunité, je pense qu'il faut quand même être conscient de l'opportunité possible, l'état de la concurrence. Bon, c'est des choses un peu secondaires, mais aussi importantes. Mais s'il n'y a pas cette motivation ultime finalement dès le départ, j'investis rarement dans ceux qui veulent faire une exit assez rapidement, par exemple. Même quand ils parlent d'exit dans leur deck au niveau précis, ça m'intéresse moins déjà parce que ça montre un mindset qui est peut-être pas aligné avec celui que nous on a eu quand on a lancé la boîte, c'est d'avoir une boîte pérenne sur le long terme, qui existe toujours dans 100 ans si possible, qui est le market leader sur sa catégorie. Donc, essayer d'avoir un feeling pour leur niveau d'ambition aussi, je pense que ça c'est pas toujours évident. Est-ce que ça va être un champion local, régional, national, mondial? Forcément favoriser ceux qui ont des ambitions mondiales. À part si le marché national, par exemple, est énorme et qu'il y a beaucoup de choses à faire localement, ce qui est aussi le cas pour certaines boîtes. Mais ouais, toutes ces combinaisons-là de facteurs. Après, il faut se décider rapidement. J'ai pas le temps. Surtout quand j'étais employé, j'avais pas le temps de faire la due diligence pendant des semaines. Après, c'est l'avantage que les VC nous envoient des dossiers, c'est que ils ont déjà fait le travail, ils ont déjà une note d'information sur pourquoi ils veulent investir, par exemple. Donc, ça aide quand même à dérisquer pas mal les investissements. Ok. Tu participes toujours d'ailleurs à la sélection des startups de Station F, toi? Oui, tout à fait. Oui. Bon, ça aussi, ça peut te donner un bon panel de ce qui se fait et de ce qui... J'en ai fait une ou deux d'ailleurs qui sont sorties de Station F. De Station F. Ok. En fait, t'es quasiment un fonds d'investissement. En fait, toi, t'es quasiment un fonds d'investissement à toi tout seul, même si ce rôle est finalement assez récent. L'avis que t'as est quand même intéressant. Je pense que tu dois avoir un bon recul parce que dans les boîtes que t'as accompagnées financièrement, certaines sont sorties et certaines sont toujours dans ton portefeuille, mais beaucoup ont été rachetées. Il y a eu quand même quelques succès. T'arrives à dresser un tableau de ce qui fait un investissement à succès ou une start-up à succès après ces quelques années où je sais pas si on peut dire ça, mais tu penses qu'il y a un facteur chance quand même qui est énorme et qu'on n'est pas dans le prédictif? Je pense pas que le facteur chance soit prépondérant. Je pense que c'est vraiment la résilience des équipes, leur créativité au niveau de enlever tous les obstacles. Il y en a plein des obstacles, que ce soit la création du produit, le go-to-market, la concurrence, les gros compétiteurs qui vous mettent des bâtons dans la roue.
Donc cette capacité à bouleverser finalement tous les obstacles qui arrivent devant soi. Et ça, on le teste assez rapidement dès qu'il y a quelques crises, dès qu'il y a des choses personnelles à régler, des mésententes entre fondateurs. Enfin, il y a quand même des événements tests comme ça qui se passent au fur et à mesure des années, qui permettent de voir si est-ce qu'ils ont vraiment l'ambition qu'ils avaient déclarée, est-ce qu'ils en sont capables aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont des super CEO à 30 personnes, mais qu'à 300, ben, c'est impossible. Et est-ce qu'ils arrivent à faire en sorte que la marque est toujours plus connue qu'elle ne devrait l'être, peut-être, par rapport à leur taille, par rapport à leur niveau de revenus. Il y a beaucoup de fondateurs qui arrivent à donner à leur marque une plus grosse ampleur, finalement, qu'elle n'a réellement. Et je pense que cet halo effect est assez indicateur, peut-être, du succès à long terme de la boîte sur le temps. Je pense à Screen, par exemple, qui avait peu de clients, qui en a eu de plus en plus, qui a fait YC, qui a réussi à faire une super levée de série A et qui se fait racheter par Datadog. Un beau succès, mais il y a quand même beaucoup de points entre le moment où j'ai investi et le moment où ils sont sortis, où ça aurait pu aller au tapis et ne pas avoir le succès que ça a eu finalement. Il faut savoir se vendre. Hein. Je pense ça aussi, c'est grâce au fait ils ont décidé de partir à San Francisco pour faire YC, s'incorporer là-bas, avoir Pierre, le CEO, qui s'est installé là-bas. Je pense qu'il a permis de élever la stature de la boîte et qu'il a mis sur le radar de Datadog et qui a décidé de faire l'acquisition pour un prix assez élevé finalement par rapport aux revenus qu'ils avaient. Donc tout ça, je pense, c'est une combinaison de décisions qui sont à prendre par les cofondateurs pour aussi se positionner d'une manière favorable pour faire une exit un jour. Ouais. Et cette notion de se faire accompagner, toi, je sens dans la manière dont t'en parles que tu peux t'impliquer dans les boîtes et t'es membre de pas mal de boards. Finalement, si on regarde un peu les boards des sociétés, il y a le board légal qu'on doit avoir dans les statuts de la société. Il y a aussi le board d'advisor où vraiment on se fait entourer de personnes qui vont nous conseiller en représentant peut-être la technique, peut-être le business, peut-être le marché, je sais pas. Toi, t'aurais quoi comme conseil par rapport à l'expérience que t'as vécue en tant que co-founder et en tant que board member maintenant? Tu penses qu'un responsable de projet, enfin qu'un start-upper comme on peut en croiser, doit se faire accompagner comment et quelle place finalement peut avoir ces boards dans la vie de l'entreprise et dans la vie de l'entrepreneur? Alors, c'est vrai que le board a plusieurs fonctions. La partie administrative, bon, c'est une partie nécessaire, mais c'est pas celle qui est importante, je pense. La partie stratégique, c'est celle qui est le plus importante. Nous, on a eu un board à Eventbrite depuis le début. On avait deux, trois personnes qu'on connaissait qui sont de bons conseils au niveau stratégique, qui nous ont rejoints même quand on était trois. Donc, on a toujours eu cette rigueur, finalement, de réfléchir tous les mois à qu'est-ce qu'on a accompli le mois dernier, qu'est-ce qu'on va accomplir le mois prochain, qu'est-ce qu'on doit changer stratégiquement, et de le présenter à un board qui nous conseillait régulièrement sur est-ce que c'est la bonne tactique, est-ce que vous avez réfléchi. Et qui vous challengeait concrètement. Ouais. Assez tôt, je pense que c'était je me rappelle plus exactement de la date, mais on a pris sur notre board l'ancien CEO de Ticketmaster, qui est toujours sur notre board d'ailleurs, qui a été vraiment, je dirais, le 10 fois board member, enfin celui qui permet de décupler les facultés du board, juste parce qu'il a eu de l'expérience, ils avaient testé plein de choses à Ticketmaster sur les années passées quand il était CEO, donc il nous a pu faire partager ses connaissances, sa compréhension du marché, pour éviter qu'on aille dans des trucs qui avaient l'air super attractifs, mais qui en fait étaient très casse-gueule. Donc de réfléchir à sa construction de board de cette manière-là, on se laisse un peu faire par les VC, je pense, surtout en France, où on a 5, 6, 7, 8 VC autour de la table, qui apportent certes beaucoup d'aide stratégiquement au niveau du financement, mais peut-être moins au niveau produit, peut-être moins au niveau go-to-market. Donc petit à petit, au fur et à mesure des levées, de réfléchir à comment on va construire son board qui peut apporter le petit plus finalement qui fait qu'on n'a pas la même conversation tous les 2 mois, mais que on a vraiment des discussions en profondeur sur les vrais choix stratégiques que la boîte doit faire, avec des gens qui ont soit vécu ça, soit qui ont une visibilité suffisante à travers beaucoup de boards pour en tirer les leçons de ce qui marche et ce qui marche pas, pour gagner du temps finalement. Je pense qu'on peut passer beaucoup de temps sur la mauvaise stratégie, planter la boîte parce qu'on n'a pas osé faire ceci ou cela, alors que là, ce board, c'est vraiment
un organe consultatif pour valider que nos idées sont les bonnes. Au lieu d'être un tribunal où les VC nous jugent sur notre performance pour voir si on a rempli leurs critères. Ok. Et tu parlais juste un mot sur la différence que tu parlais de surtout en France. Quand toi t'es parti juste avant la bulle Internet, l'état, la maturité, on va dire, de l'écosystème tech, de son écosystème d'investisseurs, de sa dynamique de start-up, était très différente de celle que tu as retrouvée en rentrant en France en 2020, même si tu as passé beaucoup de temps en Europe parce que tu t'occupais du déploiement d'Eventbrite là. Comment tu as retrouvé, là, en arrivant et en te posant vraiment tes valises ici, en France, quel regard tu portes sur la maturité et la dynamique de l'écosystème français, peut-être européen, par rapport au marché américain? T'es plutôt heureusement surpris ou voilà? Oui, non, pas surpris parce que je l'ai suivi quand même depuis 2011, depuis le moment où j'ai commencé à passer plus de temps en Europe. Je me suis impliqué assez tôt dans les accélérateurs de l'époque, que ça soit en France, mais aussi en Angleterre, et avec Seedcamp qui faisait un truc assez bien à l'époque. En Allemagne avec Startup Bootcamp par exemple. Donc des programmes qui ont permis, je pense, de construire les fondations petit à petit de l'écosystème tel qu'il est. Après, en France, je pense qu'il y a eu tout le mouvement de la French Tech qui a permis de fédérer, de donner beaucoup plus de moyens, de montrer, d'apporter de la visibilité à l'écosystème qui n'en avait que très peu à l'époque, d'attirer les investisseurs étrangers pour construire un peu cette réputation et petit à petit de donner encore plus d'ambition à nos entrepreneurs français. C'est sûr qu'en 2011, l'écosystème anglais, par exemple, était beaucoup plus avancé. Aujourd'hui, je pense que la différence est beaucoup moins marquée. Ils sont toujours en avance par rapport au lever d'argent, mais au niveau maturité, je pense qu'on n'a rien à leur envier, que ça soit en Allemagne, ou en France ou en Angleterre. Je pense qu'on est assez proche finalement, plus proche que les chiffres le disent, sur la capacité à générer de futurs champions. Niveau exit, je pense qu'on est toujours un peu à la ramasse. Bon, il y en a de plus en plus. C'est souvent à des Américains quand même, donc il y a trop peu, je dirais, d'acquisitions intra-européennes. Souvent, c'est des montants moins élevés. On n'a pas vu beaucoup à plusieurs milliards. Donc, j'espère que ça va changer, que les gros qui ont les moyens de s'acheter des pépites start-up le feront avec des moyens suffisants. C'est ça quand même qui fait le succès des investissements. Donc, les exits au fur et à mesure. Et on peut construire des champions sur le long terme, ce qui est très bien aussi. J'ai investi dans Algolia qui, je pense, fera une IPO dans les prochaines années. Donc, il y a des boîtes qui arrivent jusqu'à ce stade-là, mais pour celles qui peut-être pourraient croître beaucoup plus rapidement en s'associant avec un partenaire stratégique ou industriel, ça peut avoir du sens de vendre un peu plus tôt. En tout cas, plutôt encourageant. Toi, tu as vécu plusieurs crises, pour parler de sujets un peu moins drôles. Je pense à la bulle Internet de 2000, les subprimes de 2008 qui ont aussi pas mal challengé Eventbrite. Là, on a l'impression qu'on rentre dans une ère quelque peu moins rose que les années précédentes. Et j'aimerais bien avoir un peu ton analyse, pas forcément de la crise tout de suite, mais de ces dernières années qu'on a vécues, où l'argent semblait couler à flot. Moi, j'ai croisé des boîtes qui faisaient plusieurs rounds d'invest dans une même année sans avoir le temps de burner leur cash, mais parce que les investisseurs étaient aux portes et voulaient absolument refaire un tour. On voit des employés qui sortent avec des millions d'euros en BSPCE parce que leur boîte a fait plusieurs levées et en peu de temps, on peut sortir beaucoup de cash. Ça t'a marqué ces années? Tu trouvais ça, j'en sais rien, normal, sain, ou est-ce que tu le voyais avec une certaine crainte parce que ça semblait quand même parfois un peu, peut-être pas délirant, mais en tout cas très surprenant? Je pense que quand on est dedans, c'est sûr que ça fait peur. On pense que tout va s'arrêter, que c'est la fin du monde, etc., etc. Par contre, avec le recul, je pense qu'il y a d'énormes opportunités pendant ces moments-là. Là, je pense que 2021 était une année d'exception. Il y a eu beaucoup d'excès, comme tu le mentionnais, des valos qui étaient complètement délirantes. Financé par de l'argent public finalement pour que l'économie reste active. Donc c'était un monde un peu artificiel qui avait été créé à cause du Covid ou en réponse au Covid. Donc là, on se retrouve maintenant dans un peu l'autre extrême où la plupart des valeurs tech ont perdu 80% de leur valeur estimée par ceux qui investissent. Il n'y a pas de valeur intrinsèque à quoi que ce soit au niveau business. Et je pense que ce qui est le plus dur aujourd'hui, c'est l'incertitude, surtout avec la guerre qui peut escalader, une guerre nucléaire du jour au lendemain si on ne fait pas attention.
des risques politiques en Europe, aux États-Unis, dans beaucoup de pays où le populisme, l'extrême droite, l'extrême gauche avancent petit à petit parce qu'il y a du mécontentement avec les politiques, etc. Je pense que les marchés financiers aiment peu le risque finalement, l'instabilité, le risque qu'ils ne contrôlent pas, l'instabilité qui fait qu'on ne peut pas savoir où va aller l'économie vraiment. Tout ce que ça engendre comme problème logistique finalement d'approvisionnement et qui fait augmenter les prix artificiellement d'une manière ou d'une autre. Donc tout ça contribue à un sentiment de perte de contrôle, je pense, pour beaucoup d'institutions et d'institutionnels qui investissent. Donc qui fait que la bourse se prend pas mal de pertes régulièrement, que on parle de récession tous les jours. On parle de changement climatique qui va détruire la planète, etc., etc. Donc, c'est un peu le doomsday scénario que personne n'a envie de vraiment d'imaginer. Et toi, tu penses qu'on est sur une crise ponctuelle ou une crise profonde qui va arriver là? Bon, si on regarde les cycles passés, ce sera un cycle ponctuel. On a toujours la capacité de rebondir assez fort de l'être humain, de trouver les bons moyens pour relancer tout ça. Les subprimes, je pense, étaient encore plus dangereux pour au moins l'industrie financière, parce qu'il y a quand même eu des excès énormes avant, qui auraient pu être encore plus traumatisants que ça n'a été. Là, ça touche un peu plus de pans de l'économie, donc ce qui fait que c'est encore plus compliqué à gérer. Mais je pense qu'on s'en sortira un jour ou l'autre. Je fais partie des optimistes. Quand les opportunités seront suffisamment grandes, qu'il y aura ou que les choses se calmeront du côté de l'Ukraine, des choses qui font qu'on n'a pas confiance dans le futur disparaissent. Je pense qu'on retrouvera quand même une économie forte. Le chômage est quand même assez bas dans la plupart des pays industrialisés. L'économie se porte assez bien finalement. Oui, il y a de l'inflation, donc il faut contrôler ça, espérer que les crises se résolvent, et puis après mettre nos énergies dans des choses plus positives. Et donc à titre perso, tu continues des investissements en ce moment ou tu t'as ralenti un peu? Je continue, mais je me spécialise de plus en plus dans tout ce qui est climate tech. Je fais de moins en moins de software classique, je vais dire, et je regarde plus des solutions qui permettent de soit réduire les émissions, soit créer des alternatives à ce qui se fait aujourd'hui. Ouais. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a eu une phase peut-être de maturité ou de réflexion dans ton positionnement après une phase d'investissement un peu très large. Finalement, là, il y a un positionnement, il y a une quête de sens dans ce rôle d'investisseur. Et c'est un univers qui m'intéresse de creuser un peu parce que déjà c'est ton sujet c'est ton sujet, mais j'en ai discuté avec Engie à ce micro et avec Time for the Planet aussi, où Engie est un gros player du monde de l'innovation, notamment énergétique et climatique, qui m'expliquait que a priori, je sais plus exactement quel était le nombre, mais de l'ordre de 90% des innovations nécessaires à la tenue des engagements climatiques de 2030 n'existaient pas. Donc on a des engagements, mais on sait pas trop comment on va y arriver. Et il va falloir du coup inventer. Et Time for the Planet, qui avait plutôt une approche, qui a aussi un rôle d'investisseur pour le climat et qui m'expliquait non, mais a priori les technologies sont là. Maintenant, il faut qu'on les repère, il faut qu'on les booste, il faut qu'on les pimpe et qu'on les scale pour qu'elles arrivent à impacter positivement tout ça. Toi, tu as déjà vu des technologies ou des innovations qui peuvent avoir un impact à grande échelle sur la protection du climat? Je pense que ça dépend beaucoup des industries et des filières. Oui, il y a beaucoup de technologies. Si je pense à l'agriculture, par exemple, je pense que c'était McKinsey qui a un rapport sur l'agriculture qui liste toutes les technologies qui existent déjà et qui, si on les implémentait, permettrait de réduire de X% les émissions de la filière agroalimentaire. Après, je pense qu'il y a beaucoup de technologies qui peuvent accélérer ça encore plus. Réduire le coût potentiellement de ces migrations vers des nouvelles technologies. Je pense qu'il reste encore un green premium assez fort pour les technologies existantes qui doivent passer à l'échelle. Forcément, quand c'est en petit pilote, ça coûtera beaucoup plus cher que quand ça sera produit industriellement dans un coût beaucoup plus bas. Je pense que c'est pas une technologie qui va nous sauver, à part peut-être la fusion qui permet de produire de l'énergie très très green finalement par rapport et très contrôlable et très puissante comparé à l'éolien et au solaire, avec beaucoup moins de demandes de surface pour le déployer. Là, on est quand même à quelques années avant que ça arrive, mais les investissements sont là. Il y a plusieurs milliards qui ont été mis dans la fusion. Je suis sûr
il y aura une technologie qui va sortir et qui va permettre d'être beaucoup plus efficace au niveau production d'énergie et de pas avoir à faire du charbon quand on n'a plus de gaz, par exemple, comme c'est le cas en ce moment. C'est le cas, oui. Ouais. Donc, Et toi, chaque pan a, je pense, beaucoup de potentielles innovations. Et c'est là où la créativité humaine, je pense, est assez intéressante. Et c'est pour ça que le domaine m'attire. C'est qu'on trouve des associations de fondateurs qui viennent de la tech, de la science, du business et qui collaborent pour trouver des solutions innovantes. Et j'en ai vu pas mal dans différents domaines, que ce soit pour des nouveaux matériaux qui remplacent le ciment ou pour réduire les émissions de méthane des vaches, par exemple, en leur faisant manger des algues. Bon, il y a des boîtes qui font ça aujourd'hui, qui sont en train de le tester. Et bien sûr, il faut valider à toutes les échelles que c'est pas nocif pour l'environnement, pas nocif pour les vaches, que ça soit, on puisse les consommer quand même. Mais je pense qu'il y a une créativité infinie dans l'humain qui, si ils ont les bons backings financiers et industriels pour se développer, peuvent aller assez vite dans leur pénétration du marché et d'avoir l'impact suffisant pour réduire les émissions pour qu'on arrive à du net zéro un jour ou l'autre. Mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup à faire. Et en étant un peu au pied du mur, on a tendance à être parfois un peu plus créatif et plus innovant que lorsque Il y a aussi toute une nouvelle génération, et je pense aux Gen Z qui sont 100% impliqués sur la lutte contre le réchauffement climatique. Ils savent que ça sera leur carrière, ils étudient ça à l'école, ils sont devenus végétariens. Si on voit les statistiques sur combien de végétariens sont dans les différentes générations, c'est clair qu'ils sont à des années-lumière de notre génération, par exemple. Donc il y a une appétence très très forte pour sauver leur terre finalement, parce que c'est eux qui vont en payer le prix le plus cher et la génération qui vient. Donc comment est-ce que on les aide, on les facilite cette révolution latente qui sont tous prêts à rejoindre finalement, en ayant les bons financements, les bons partenariats, en faisant ce pont un peu entre les corporates aussi qui ont des enjeux d'industriels de taille et qui vont être de plus en plus pénalisés s'ils n'adoptent pas des nouvelles technologies qui leur permettent de réduire leurs émissions. Donc tout ça, c'est un gros casse-tête mondial avec des réglementations et des activités de financement qui deviennent de plus en plus prépondérantes finalement pour accélérer tous ces projets. Mais du coup, quelques opportunités à trouver dans tout ça. Plein d'opportunités, c'est clair. Tout doit changer dans la manière dont on produit, transporte, consomme, pour arriver à un monde plus serein, on va dire, sur son futur. Bien. Eh ben, merci pour tout ce partage d'expérience et ces retours de tes différentes casquettes. Quelques questions rapides pour toi avant de se quitter. Est-ce qu'il y a une société tech qui t'inspire aujourd'hui? Oh, il y en a plusieurs, hein. Je pense celles qui arrivent à tout le temps se renouveler. Je pense à Apple, Amazon, qui délivre quarter après quarter sur des volumes énormes, qui arrivent à garder ce momentum et cette culture finalement de la gagne qui les a fabriqués et qui les arrive à transmettre dans toutes leurs expériences. Je pense que c'est des modèles à suivre pour beaucoup de générations de startups. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ou une personne qui sort du lot? Plein, je pense les Gen Z, hein, je vais pas parler de quelqu'un en particulier, mais quand je vois comment ils répondent à la crise du changement climatique, c'est très inspirant de voir qu'il y a une mobilisation à toutes les échelles, incarnée par les Greta et compagnie, mais qui sont fondamentalement, je pense, avec des visions de la Terre qui sont très très différentes des nôtres, et avec un goût pour le risque qui est beaucoup plus élevé. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans ton passé qui s'est avéré très utile dans ta carrière? Quand j'ai commencé dans le web et qu'on a eu quelques problèmes de scaling, par exemple, à chaque fois on me disait "Don't worry, it's just a website". Et ça a enlevé la pression à chaque fois. Et c'est vrai en fin de compte, hein, tout ce qu'on fait, même si ça fait des transactions qui s'ajoutent à des milliards de dollars à la fin de la journée, on est quand même qu'une plateforme qui permet de faire quelque chose d'utile ou de moins utile d'ailleurs. Donc relativiser un peu l'importance du problème pour le prendre d'une manière plus raisonnée, moins stressée. Et ça, j'ai toujours adopté après avec toutes nos équipes. C'est bien de se relativiser un peu des fois. De garder la tête froide. Est-ce qu'il y a un bouquin qui t'a marqué, de pro ou perso, et que tu recommanderais à tout le monde de lire? Je pense que c'est bien de se reconnecter avec les périodes les plus difficiles de l'humanité. Donc, j'ai beaucoup aimé Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, par exemple. C'est l'histoire pendant les camps de concentration nazis et comment les humains ont réussi à survivre pendant ce temps-là. Lui était un survivant aussi. C'est
très très fondamental comme apprentissage, mais je pense important de se reconnecter à ces moments-là pour relativiser encore une fois ce qu'on est en train de faire et notre propre individualité. Bon, tu donnes l'impression d'être hyper détente, hyper zen, et pourtant je pense que le nombre de sujets ouverts dans ton univers, dans tes mails, dans ton agenda doit être assez impressionnant. Est-ce que tu as développé une certaine routine ou une certaine organisation, ou est-ce que tu as des outils qui te permettent d'organiser les choses pour pouvoir bosser et pouvoir garder du temps pour toi? Est-ce qu'il y a des petites choses que tu pourrais partager sur ce plan-là? Moi, j'essaie de garder les choses assez simples. Donc, C'est pas toujours simple. Inbox 0, je suis plutôt à Inbox 100, mais avoir un niveau d'entrée dans ton to-do finalement, qui est l'email pour beaucoup de gens, qui soit gérable et qui soit connecté avec des tâches dans ton calendrier. Donc, je bloque beaucoup de zones de mon calendrier pour anticiper ce que je vais devoir faire. Donc, des focus zones, on va dire. Et après, un bon to-do list qui permet de ne pas avoir 50 choses sur la liste, mais 2 ou 3 par jour. Je pense qu'on est très efficace quand on a peu de choses à faire et beaucoup moins efficace quand on essaie de tout faire en même temps. Mais il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret, non. L'organisation pour être... L'organisation, l'anticipation, bloquer du temps, ok. Mais en termes d'outils, il y a des choses qui t'aident pour ça? En termes de to-do, pour la partie to-do list ou... J'essaie plein de produits de to-do. Là, je suis sur Akiflow, qui est une boîte, une start-up aussi, dans laquelle j'ai failli investir, j'ai pas investi, mais je continue d'utiliser leurs produits. Et qui est très très bien, je trouve, pour connecter tout ça. Et ils font un peu comme Calendly aussi. Calendly, j'utilisais jusqu'à présent, mais là, je suis passé sur Akiflow. Ok, je vais aller checker. Tes sources d'apprentissage aujourd'hui, tu consultes quoi comme média ou comme pour te tenir un peu à jour de tout le trend tech et le trend de startup? Je lis pas mal de choses, les news économiques, des blogs, Investopedia qui est pas mal pour le contexte macroéconomique par exemple, qui envoie des newsletters 2 fois par jour. Les podcasts, j'écoute beaucoup All In, je sais pas si tu connais, mais c'est un podcast avec des gens de la vallée, Jason Calacanis, David Sachs et 2 autres, qui parlent de plein de sujets macro, investissement à un niveau assez élevé, qui sont tous très très pointus sur leur sujet. David Sachs était un de nos investisseurs par exemple, très copain avec mon cofondateur Kevin. Puis voilà, enfin après je regarde beaucoup les news, plutôt en ligne, New York Times, okay. Guardian. Donc plutôt US et... Je dirais plutôt économique que tech. Ouais, ok. Après il y a The Information qui est pas mal aux US, il y a beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe dans le monde des startups. Bien. Est-ce qu'il y a une techno ou un product que tu as vu ces derniers temps et tu t'es dit là il y a un truc qui se passe et ça va faire du bruit pour les 10 prochaines années? Non, j'ai pas eu de flash. Non. Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir? Je pense Strava. Strava pour le vélo? Pour tout, vélo, course, natation, tout type de sport. Je le connais pour le vélo autour de moi, mais... Okay. Je pense qu'on dit tous on va faire du sport, mais tant qu'on commence pas à calculer combien de minutes, à quel effort, le partager avec ses amis pour avoir un peu de accountability, etc. Je pense que c'est dur de s'y tenir. Donc c'est celle qui me motive le plus, je dirais, aujourd'hui, pour garder mes engagements au niveau exercice et conditions physiques. Ouais, canon, efficace. Une petite dernière pour la route, et pour moi surtout. S'il y avait une personnalité que tu me recommanderais d'avoir à ce micro, quelqu'un qui a un parcours un peu dans la tech, dans l'innovation et qui peut être inspirant pour d'autres, tu me recommanderais qui? Je pense que, aussi controverse qu'il puisse être, Elon Musk reste quand même quelqu'un qui a une vision assez unique du monde, qui a lancé des boîtes qui sont quand même game changing. Je pense qu'il faut écouter ce qu'il dit, même s'il n'a pas toujours raison. Mais je note ce point-là. Surtout qu'il parle pas français, je crois. Bon, on peut le faire en anglais. Pour lui, je pense qu'on arrivera. Parce que l'idée, c'était de créer une communauté pour l'instant francophone, parce qu'il faut bien qu'on démarre par quelque chose, mais je veux bien faire un effort pour elle. Le CEO de Snap est francophile, mais francophone, je crois. Tu peux l'avoir aussi, ouais. Je pense qu'il a une bonne vision sur. Il est basé à Paris, lui, d'ailleurs. Je pense qu'il est basé à LM et qu'il vient à Paris régulièrement. Eh ben, merci, Renaud, pour cet échange. On n'a pas eu de problème technique, on a de la chance. C'était passionnant de t'entendre. Et ben, écoute, on va suivre un peu ton évolution et on espère que tu vas nous trouver la pépite de demain dans le monde du climat. Ça, on est tous derrière toi. Moi aussi. Merci d'avoir eu sur le podcast. À bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous
sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.